Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien, on va continuer ce qu'on a déjà commencé, ça veut dire l'explication de cette matière-là, le droit constitutionnel. Concernant le droit constitutionnel, on a dit que c'est une science. C'est une science qui nous aide à savoir quel est le rôle de l'État. Le rôle, c'est pas le rôle, normalement, le rôle de l'État, mais surtout comment se transmet, comment s'établit et comment aussi s'exerce le pouvoir politique ou l'autorité politique. C'est une science aussi qui nous montre la structure de l'État ou ce qu'on appelle le statut de l'État. Aussi, c'est dans cette science-là qu'on va savoir quels sont les droits fondamentaux, les libertés fondamentales des citoyens. Voilà, ça c'était une notion générale sur la matière. Juste après, on a dit qu'on va aborder cette matière-là en 3 grands chapitres. Le premier chapitre, c'est l'État. Le deuxième chapitre, c'est la Constitution. Troisième chapitre, c'est la démocratie. On a posé la question, pourquoi on a commencé par l'État au lieu de commencer par la Constitution? C'est une question légitime. C'est que on ne peut pas parler de la Constitution, du droit constitutionnel, si et seulement si on n'a pas un État. Ça veut dire un cadre juridique, un espace juridique. Si on a déjà l'État, à ce moment-là, on peut parler des institutions qui sont à l'intérieur et aussi les droits ou l'arsenal juridique qu'on va appliquer concernant ces institutions-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut avoir la Constitution, s'il n'y a pas d'État, ça ne sert à rien. Voilà. Une fois on a un État, on a besoin d'une loi fondamentale, c'est la Constitution. Une fois on a l'État et on a la Constitution, l'objectif idéal à atteindre, c'est la démocratie. Voilà les 3 chapitres. On a déjà commencé par le premier intitulé, on a mis le mot État au milieu et on a essayé de répondre à plusieurs questions. Concernant l'État, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? On a commencé par la définition. La définition du mot. Il y a le phénomène. Ce sont 2 choses. Le mot, bien sûr, a connu une certaine évolution. Il a commencé, le mot État, il est d'origine latine. On l'appelait status. Après, chez les Romains, il l'appelait la Repubblica. Avec Machiavel, le mot, bien sûr, a connu une certaine évolution et on l'appelle État-cité. Il fallut attendre le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qu'on va utiliser le mot État dans le sens moderne du mot. Bien, mais en tant que phénomène étatique, là, pour justifier l'existence de l'État, pour légitimer, pour justifier sa présence, on a fait appel à 3 théories. La première théorie, c'est la théorie divine. La deuxième théorie, c'est la théorie du contrat social. Et la troisième théorie, c'est la théorie marxiste. La théorie divine, concernant pour cette théorie-là, l'origine de l'État est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'État et c'est Dieu qui a choisi les rois pour, bien sûr, gérer et administrer. On a dit que c'est une théorie qui a dégénéré vers l'absolutisme, puisque les rois étaient des représentants de Dieu sur terre. C'est pour ça que cette théorie-là était, bien sûr, critiquée et dépassée. Elle était remplacée par une autre théorie, c'est la théorie du contrat social. Cette théorie-là, c'est une théorie laïque. Elle a dit l'origine de l'État, c'est pas Dieu, mais c'est un contrat entre les citoyens et les princes. Et si les princes, bien sûr, ne respectent pas les clauses du contrat, on peut bien sûr les licencier. Pour Marx, ou la théorie marxiste, c'est une théorie matérialiste. Pour cette théorie-là, l'État, c'est un moyen de pression, l'État, c'est un moyen de punition, alors c'est pour ça il faut qu'il disparaisse avec le temps. Pour Marx, l'État va disparaître, mais doucement, après 3 étapes. Avec la mondialisation, on a dit que l'État n'a pas disparu, l'État n'a pas été affaibli, au contraire, on peut
Exceptionnellement, bien sûr, le côté économique, c'est vrai qu'il y a un recul du rôle de l'État, mais il est toujours là, que ce soit sur le plan politique, sur le plan international, sur le plan juridique, sur le plan social, etc. L'État, il est toujours là. C'est un mal, mais c'est un mal nécessaire, comme il était dit par Abdullah al-Harwi. Bien. Maintenant, on a cette idée-là. On a parlé un peu de la théorie. Maintenant, on va passer aux choses qui sont concrètes. Concernant l'État, on va parler de la naissance. La naissance de l'État. Naissance, ça veut dire à partir de quel moment peut-on dire la naissance de l'État? Vous voyez que l'État, j'écris toujours avec un E majuscule. La naissance de l'État ou les éléments constitutifs. Les éléments, vous voyez, avec un S, constitutifs de l'État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir de quel moment peut-on dire qu'on est devant un État? Ou, si je vais utiliser un mot plus facile, les ingrédients pour dire qu'on est devant un État. Bien, normalement, il y a 3 éléments qui sont essentiels. 3. Mais on va rajouter d'autres. Les 3 premières conditions, les éléments ou les conditions, comme vous voulez, on a besoin d'un élément matériel, d'un élément personnel et d'un élément formel. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'élément matériel? C'est le territoire. L'élément personnel, c'est la population. Et l'élément formel, bien sûr, c'est l'autorité politique. Bien. On va commencer par le commencement, par le territoire. Un État ne peut pas exister s'il n'y a pas, un territoire. Ça veut dire s'il n'y a pas un espace géographique, l'État ne peut pas exister. Il faut avoir déjà un territoire pour qu'on puisse parler d'un État. Ça, c'est le premier pas. Ce territoire-là aussi a besoin d'autres conditions. Le territoire, normalement, c'est un espace qui peut être vaste, comme la Russie actuellement. Il peut être aussi restreint, comme par exemple le Qatar. C'est un État qui est restreint dans l'espace géographique. Ce qu'il faut savoir, c'est que concernant le territoire, on a besoin de ce qu'on appelle les frontières. Il y a les frontières terrestres, il y a les frontières maritimes, et il y a les frontières aériennes. Qu'est-ce que c'est que les frontières ou les frontières terrestres? Vous savez que chaque État est délimité par des frontières. Par exemple, entre le Maroc et l'Algérie, il y a les frontières. Entre parenthèses, d'ailleurs, les frontières entre le Maroc et l'Algérie, ça s'appelle Zoujbral. Je ne sais pas pourquoi c'est dit, mais c'est toujours comme ça. C'est un peu bizarre comme nom. Entre, par exemple, la France et l'Allemagne, entre la France et l'Espagne, etc. Ces frontières-là, on va distinguer 2 sortes de frontières. Il y a les frontières, ce qu'on appelle les frontières naturelles. Et il y a les frontières artificielles. Les frontières naturelles, ça veut dire que, par exemple, comme les montagnes, par exemple, entre la France et l'Espagne, il y a les Pyrénées. Ce sont des montagnes, une chaîne montagneuse. Entre la France et la Suisse, il y a les Alpes. C'est une chaîne montagneuse. Ça peut être aussi des rivières, ça peut être des lacs, etc. Mais ils sont d'origine naturelle. C'est ça ce qu'on appelle les frontières naturelles. Ces frontières-là servent à beaucoup de choses. Premièrement, pour délimiter la souveraineté de l'État. La souveraineté de l'État tourne autour de ses frontières et aussi son arsenal juridique et aussi sa monnaie. Par exemple, la monnaie qu'on trouve entre le Maroc et l'Algérie, bien sûr, qu'il y a 2 monnaies différentes. Exceptionnellement, je dis, par exemple, en Union européenne, il y a l'euro qui circule dans tous les États de l'Union européenne. Bien, ça, c'est les frontières naturelles. Les frontières artificielles, d'ailleurs, ça dénote, c'est qu'il y a l'intervention de l'être humain pour tracer les frontières.
Et on voit que, par exemple, si vous prenez la carte géographique de l'Égypte, vous voyez comme si c'est tracé avec une règle. Ça veut dire qu'il est bien tracé d'une façon très soigneuse. Il faut savoir, c'est que les frontières, normalement, c'est la source de plusieurs conflits entre les États. Par exemple, l'exemple type, c'est entre maintenant le Maroc et l'Algérie, il y a le problème des frontières. Entre, par exemple, l'Égypte et le Soudan, il y a le problème de frontières. Vous voyez, il y a plusieurs... ces conflits-là sont dus, bien sûr, au traçage des frontières. Entre parenthèses, il y a ceux qui disent que normalement, c'est un problème qui est voulu par les États qui ont déjà colonisé ces États-là pour laisser des bombes à retardement. C'est ça ce qui a été dit. L'essentiel, c'est que concernant les frontières terrestres, soit des frontières artificielles ou des frontières naturelles. Bien, deuxième chose, c'est que dans le territoire aussi, il y a ce qu'on appelle les frontières maritimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, au Maroc, on a deux océans. On a l'océan et on a l'Atlantique. Et on a aussi des frontières. Ces frontières-là, on les mesure. On ne peut pas les tracer parce que c'est l'eau, mais on les mesure avec quoi? Avec le mile marin. Au début, c'était 3 miles marins, où le Maroc peut exercer sa souveraineté absolue sur ces eaux-là, mais maintenant, avec le développement, on les mesure, on mesure les 12 miles marins. Le mile, normalement, c'était dit au début, c'est la portée du canon. C'est pour ça que vous trouvez dans plusieurs villes côtières, comme par exemple Tanger, Rabat, Souera, vous allez trouver des canons qu'on trouve vers la mer. C'était ça pour mesurer les frontières. Bien. Et il y a toujours, concernant les mers, on parle de la haute mer. Par exemple, le Mali. Le Mali n'a pas accès à la mer. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la haute mer, à l'El-Bihar, où tous les États peuvent pêcher, peuvent exploiter, peuvent bien sûr faire des expériences scientifiques sur les hautes mers qui appartiennent à tout le monde sur pied d'égalité. Et il y a les frontières aériennes. Qu'est-ce que c'est que les frontières aériennes? Tout simplement, c'est la couche atmosphérique qui surplombe le territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si et seulement si un avion qui veut survoler le territoire marocain, il doit bien sûr avoir l'autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, il ne peut pas survoler. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle le territoire. Le territoire, il y a frontières terrestres, frontières maritimes et frontières aériennes. Passons au deuxième élément, c'est l'élément personnel. Là, c'est 1 et là, c'est 2. Personnel, ça veut dire quoi? C'est la population. Si on est devant un territoire avec ses frontières terrestres, maritimes et aériennes, mais c'est un territoire qui est vide, ça ne sert à rien. On ne peut pas dire qu'on est devant un État. L'exemple type, c'est que l'Antarctique, il est vaste, c'est un territoire, mais puisqu'il n'y a personne qui habite, on ne peut pas dire que c'est un État. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a besoin de la population, de nous. Cette population, les êtres humains, on peut dire que cette population-là, il se compose aussi de plusieurs types. On a les nationaux, ça veut dire je suis marocaine, j'ai la nationalité marocaine, j'ai aussi une carte d'identité marocaine, je suis bien sûr marocaine. C'est ce qu'on appelle les nationaux, qui ont un lien juridique avec l'État, un lien de nationalité. Dans la population aussi, on peut trouver, vous voyez, premièrement, il y a les nationaux, il y a les étrangers. Les étrangers, ce sont eux qui habitent dans un État. Ce sont des étrangers qui sont, par exemple, au Maroc, soit pour faire les études, soit pour vivre pour tout le temps. Ça veut dire habiter. C'est pas d'une façon temporaire, mais d'une façon... j'arrive, je vais trouver le mot d'une façon continue, voilà. Soit pour, comme je vous ai dit, pour un travail, pour un contrat
discriminés, ce sont des étrangers qu'on trouve aussi parmi l'élément personnel. Aussi, parmi la population, on peut aussi trouver les apatrides. Les apatrides, ça veut dire des personnes qui n'ont pas de nationalité. Et oui, on peut avoir parmi la population, les personnes de la population, le peuple d'un État et les apatrides. Les apatrides, ce sont des personnes qui n'ont pas de nationalité. Elles sont soit, par exemple, le cas d'une personne, d'un Belge qui est venu au Maroc, par exemple, il était dans l'opposition, il a fait une demande pour avoir la nationalité marocaine. Dans cette période-là, entre le dépôt de la demande et la réponse des autorités marocaines, il reste sans nationalité. Et on peut rajouter un autre exemple qui est un exemple type, c'est l'exemple de, comment il s'appelle, de Ben Laden. Ben Laden, il est d'origine saoudienne. Il s'est installé définitivement en Afghanistan. L'État afghan ne voulait pas lui donner la nationalité afghane et il est resté sans nationalité jusqu'à sa fin de sa mort. La nationalité sert à la protection des citoyens. Les citoyens sont protégés grâce à cette nationalité-là. Parmi la population aussi, on peut trouver les doubles nationaux. Doubles nationaux, ça veut dire un Marocain ou un Français qui a aussi la nationalité marocaine ou un Marocain qui a par exemple la nationalité belge. Vous voyez, c'est toujours double nationalité. Ça rentre dans la population qui est le deuxième élément. Troisième élément, c'est l'élément formel.